Ça fait quelques années maintenant que tu es courtier en immobilier et puis aujourd'hui tu es cofondateur de la société Casa SA. L'important pour nous, un des points fondamentaux, c'est vraiment d'opérer dans la zone où on habite. De passer du courtier au patron, c'est quand même différent. Ce qu'on fait avec nos collaborateurs, on les forme en interne, comment nous on bosse, comment on veut qu'eux ils travaillent. Et après, une année, on va leur dire, vous allez faire votre certification. Pourquoi ils vendent, quand est-ce qu'ils veulent partir, et aussi combien ils estiment leur bien. Ah, et ça, ça c'est important. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir David Gomez. David Gomez qui est devenu un ami avec qui on a commencé à collaborer il y a quelques années maintenant. On a pu forger une belle amitié ensemble parce que on s'écrit même pour les vacances et pour d'autres choses. On va boire des verres en plus de faire du travail et de collaborer. David Gomez, ça fait quelques années maintenant que tu es courtier en immobilier. Tu as travaillé pour une grosse boîte de la région et puis aujourd'hui, tu es cofondateur de la société Casa SA. Avec ton associé, vous avez une belle équipe qui est active dans la région du Chablais, Vaudois et Valaisan. Je te laisse peut-être te présenter et en dire un petit peu plus de ton côté, David. Salut Albert, merci de m'avoir invité. En effet, j'ai commencé l'immobilier, ça fait déjà quelques années, sous Kiwi, comme tu l'as bien expliqué. Aujourd'hui, nouvelle casquette, toujours le même objectif. Donc, on continue à faire du courtage. Donc, pour moi, essentiellement dans le Chablais, mais avec le reste de l'équipe qui couvre à peu près Villeneuve jusqu'à Sierre, Crans-Montana. Donc, voilà, on est super contents aujourd'hui avec cette nouvelle organisation. Tout roule et puis merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, David. Mais c'est clair que de passer du courtier au patron, c'est quand même différent, hein. On en parlait aussi en off. Moi, je dis toujours, en fait, côté courtier ou côté vendeur ou côté conseiller, en fait, tu te dis, mais ça va être simple. Je mets juste un nom à une boîte, je crée une société. Derrière, j'engage un ou deux employés. De toute façon, je sais travailler, donc ils vont me suivre. Ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Non, alors là, c'est vrai que c'est complètement un challenge, je peux le dire, mais un challenge que je prends à cœur et du bon côté. Aujourd'hui, on a la chance de collaborer avec des collaborateurs qui ont la même vision que nous, où on continue nous-mêmes de nous former, d'évoluer. Donc voilà, tout se passe bien dans le meilleur du monde. On a la chance aussi de collaborer avec des entreprises sérieuses et de la région. Chacun collabore un petit peu dans sa propre région. Donc, c'est important pour nous de garder quand même cette éthique régionale et proche des clients. Ouais, vous êtes des hommes de terrain, en fait. C'est vraiment le but. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, l'important pour nous, et puis un des points fondamentaux, c'est vraiment d'opérer dans la zone où on habite. Ouais. Ça fait sens de côtoyer donc, les partenaires, les commerçants, ainsi que les clients lors de manifestations, vraiment très localement, comme tu as pu voir ma publicité au terrain de foot de Colombey. Bien sûr. Je vous observe pendant pendant nos matchs, nos entraînements. Exactement, donc je suis toujours présent. Donc ça, c'est très très important pour nous aussi pour une question un peu plus professionnelle dans le sens où le marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en vente, comment est-ce qu'il évolue, etc. Donc là, c'est vrai que c'est un point d'honneur pour nous. Ouais, d'être implanté dans le tissu économique local, c'est vraiment je pense que c'est ce qui fait un peu la différence du courtier lambda, entre guillemets, ou celui qui connaît vraiment dans la région dans laquelle il vit et la région que tu vas vendre. Parce que quand tu vends quelque chose, de connaître ce que tu vends et de trouver les arguments pour le vendre, c'est quand même mieux, non? Je dis toujours qu'un courtier, c'est un petit peu comme l'agence de voyage. Moi, si je pars quelque part en vacances, je vais aller demander à une personne qui vient de là-bas savoir quel quartier est mieux, où est-ce que sont les meilleurs restaurants, où est-ce qu'on va trouver des points d'intérêt, donc hôpitaux, etc. Donc là, c'est vrai que être un courtier de la région, ça sera un gros avantage pour... En ce moment, on a beaucoup dans le Chablais des gens du canton de Vaud, des gens de Genève qui viennent s'implanter à Monté, à Morgin, savoir... vraiment avoir un courtier qui leur dit écoutez, ici c'est bien, ici vous serez un peu plus calme, ici voilà. Donc ça c'est important. Je compare toujours le courtier avec l'agence de voyage. L'agence de voyage parce que il faut qu'il soit un peu guide local. Bien sûr. Non, mais je pense que c'est une bonne comparaison effectivement. On va revenir un petit peu aux prémices, au début. Comment est-ce que on devient courtier en immobilier, David? Alors, pour ma part, quand j'ai commencé, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, avait un fil rouge qui était prédéterminé pour toutes les étapes d'une vente. D'accord. Donc, un fil rouge, c'est un résumé de ce que tu dois dire ou comment tu dois t'adapter, c'est ça? Un fil rouge, voilà. Aujourd'hui, comme tu le sais, la plupart des gens,
pour être courtier en immeuble, il n'y a pas une formation qui est requise dès le départ. D'accord. On peut se lever le matin puis être courtier en immobilier, quoi. Exactement. Donc voilà, nous, par exemple, on recherche des gens qui ont surtout du réseau. Okay. On a remarqué, et ça on en a discuté en off, le réseau sera toujours le plus important lors des ventes, des collaborations, ainsi que la prise de mandat. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect, donc c'est un nouveau métier, il y a des choses à savoir, mais pas forcément... voilà, il y a des formations qui sont prises, qui sont prévues, mais déjà il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir accéder à ces formations. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, tu dois avoir un peu d'expérience pour t'inscrire dans certaines formations, dans certaines écoles. Donc il y en a plusieurs. Mais si par exemple tu t'inscris dans une école, tu as plusieurs modules, je pense, ou bien un module de base, module expert. Comment ça se passe concrètement ? Dans les agences, une formation n'est pas forcément exigée. D'accord. Peut-être quelqu'un qui a du réseau, qui est un peu réveillé, tout s'apprend. Hein. Okay. Ça, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs certifications qu'on peut avoir, hein, que ce soit USPI, SVIT ou autre. On va pouvoir avoir des formations dès le début, des journées d'information. Et voilà, nous, on conseille, et ce qu'on fait avec nos collaborateurs, c'est qu'ils ont une formation en interne, propre à notre entreprise, à savoir comment on ouvre un dossier, comment on le ferme. Il y a aussi des formations au niveau de la mise en valeur, il y a des formations au niveau de tout ce qui est droit. Ouais. Et quand ils ont fait déjà quelques transactions, pris un peu de la bouteille aussi, et puis avoir conclu quelques ventes, alors là, c'est vrai qu'une année après, on va donc les inscrire à ces formations. Ah, donc pendant la première année, c'est surtout de la formation au terrain. C'est-à-dire quand même aller sur le terrain, trouver des biens à vendre, pouvoir les vendre, faire quelques opérations quand même. Et après, l'étape numéro 2, c'est vraiment d'aller en formation un peu plus poussée, puis d'aller taper 2-3 certifications. Voilà, donc une formation à l'entrée, prendre un peu d'expérience, et ensuite une formation, une certification, et aussi c'est pour eux, qu'ils puissent profiter 100% de la formation. Parce qu'imagine, je te prends aujourd'hui, tu connais rien dans l'immobilier, je t'envoie une formation pendant 3 mois. Laisse tomber. Tu vas être là, qu'est-ce qui se passe ? Tandis que nous, on s'est dit, bah voilà, on les forme en interne, comment nous on bosse, comment on veut qu'eux ils travaillent. Et après, une année, là on va leur dire, voilà, maintenant vous allez faire votre certification. Ça donne aussi un petit peu de... Ouais, mais nous, on fait à peu près pareil ici chez Infinis. Donc, d'abord, ils sont formés ici à l'interne avec un accompagnement avec moi ou avec les filles. Et puis après, directement, on part en formation AFA. Et puis après, il y a F, etc. Donc, c'est à peu près pareil. Mais il n'y a pas besoin de... Voilà, je connais des gens, des courtiers, des confrères qui travaillent depuis 20, 10, 15 et qui n'ont pas de certification SPI ou SVIT. Voilà, mais l'expérience, ça fait qu'ils font très bien leur travail. Aujourd'hui, ça évolue tellement. Il y a des lois qui changent, il y a des choses qui se passent. C'est quand même bien d'avoir des formations continues et puis des accès à ce genre de trucs. Quoi. Voilà, en tout cas, rester à la page. Quoi. Ouais. Après, le métier, comment il se passe concrètement du début à la fin ? Comment tu trouves déjà les affaires, les biens à vendre ? Et puis, une fois que tu l'as trouvé, comment est-ce que tu procèdes avec tes clients ? Alors aujourd'hui, pour aller chercher des mandats, donc ça sera le réseau, ça sera les partenaires. Il y a beaucoup de bouche à oreille, aussi un client qui est content. Il te recommande ? Toujours. Donc moi, je mise surtout sur ça, étant de la région, dans mon secteur. Ça fonctionne plutôt comme ça depuis un certain temps, donc j'en suis assez ravi. Sinon, on va utiliser bien sûr le marketing, comme toutes les sociétés. On va faire de la publicité, on va avoir accès aux plateformes ainsi qu'aux journaux, etc. Mais voilà, pour moi, le bouche à oreille, aujourd'hui, ça reste toujours la meilleure publicité. Et la meilleure publicité, c'est vos clients qui sont ravis, qui ont été accompagnés de A à Z, ou à qui on a pu réaliser des projets ou résoudre des soucis. Il n'y a pas que des ventes qui se passent au niveau des... Il n'y a pas que des ventes faciles. Il y a aussi des héritages, il y a aussi des waris, il y a aussi des décès, il y a des mariages, comme il y a des divorces. Voilà, il y a un peu de tous les cas. Et là, il va falloir prendre au cas par cas et... proposer le meilleur accompagnement, etc. Tu es quand même quelqu'un qu'on voit beaucoup dans la région, donc le marketing, le digital, toutes ces choses-là. Je crois que tu investis quand même pas mal d'argent sur les panneaux publicitaires des promotions que tu finances, enfin que tu vends plutôt. On te voit souvent d'ailleurs, on est souvent partenaire sur certains projets. Donc, qu'est-ce que ça peut t'apporter, ce genre de choses ? C'est vraiment t'imprégner des futurs acheteurs, puis qu'on puisse on puisse voir en fait le logo Casa, etc. Qu'on puisse t'associer justement au courtage immobilier, aux promotions de la région. C'est un peu ça. Exactement. Quand on est courtier régional, c'est vrai que c'est important d'être un visage connu.
Alors, être connu pour l'immobilier, être connu parce qu'on vit dans cette commune, parce qu'on côtoie, on côtoie quand même pas mal de gens sur la place. Donc, c'est important pour nous que les gens mettent un visage sur un nom. C'est aussi plus convivial. Ouais, c'est vrai. Quand même une ville de 20 000 habitants. Je pense qu'on peut encore mettre des photos et je trouve que on a trouvé ça sympa. Ouais, et puis en plus, personne ne fait ça. Non. Non, donc c'est pas mal. En Suisse. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi une autre question. Donc, on parlait tout à l'heure, tu trouves les mandats. Ok, le réseau, le partenaire, tu as trouvé le mandat. Une fois que tu l'as trouvé, le client, je donne un exemple, je veux vendre ma maison, je t'appelle, je dis ok, c'est vous que j'ai sélectionné parce qu'il y en a plein d'autres qui toquaient à la porte. Comment est-ce que ça se passe? Alors, bon, on va écouter un peu le projet des gens. C'est comme quand un client vient chez toi. On veut savoir un petit peu quel est leur projet. Pourquoi ils vendent, ouais. Quand est-ce qu'ils veulent partir, et aussi qu'est-ce qu'ils en pensent, combien ils estiment leurs biens. Ah, et ça c'est important. Justement, tu vas m'expliquer après comment vous arrivez à cette valeur. Qui c'est qui donne le prix? C'est le client ou c'est vous? Alors, le client a des bonnes idées. Okay. Le client a son idée. Il est créatif. Il a sa propre estimation, lui. Okay. Lui, il a posé les pavés dans sa cour, il a fait la peinture de son salon. Lui, il a une valeur qui sera sentimentale. Émotionnel, beaucoup. Beaucoup émotionnel. Alors, ils sont pas tous dans le faux, mais c'est vrai que nous, on arrive avec une approche vraiment professionnelle. Et voilà, alors, ça plaît, ça déplaît. On en était dans le sujet de la recherche de mandat. C'est clair que moi, personnellement, je préfère dire mon avis professionnel plutôt que dire ok, je vends votre maison, vous avez raison, votre maison vaut 200 000 de plus que ce que je vous ai soumis, mais je vais le faire. Non, pourquoi? Parce que je vais pas être objectif dans le sens où je veux pas qu'un bien il reste 1 an sur mon site. Je leur promets une vente fluide et dans un laps de temps plutôt correct. Donc c'est clair que on doit se positionner et dire voilà, moi je veux bien travailler avec vous, je veux bien vous accompagner dans vos projets. Néanmoins, voilà, on va faire comme ça. Donc ça t'arrive de perdre des mandats? Alors je l'ai pas perdu, je les refuse parce que autant je vends des maisons de personnes, autant beaucoup de gens comptent sur moi pour que je leur trouve leur maison. Bien sûr. Dans le budget qui est aujourd'hui de toute façon, il y a tellement de choses à vendre sur Internet. Les gens connaissent le prix, les gens savent, les gens s'orientent auprès des banques. Il y a une estimation bancaire qui est faite. Tout se vendra au prix juste aujourd'hui. On n'arrivera pas autrement. C'est bien vu ça. On n'est pas dans un marché d'amateurs, on n'est pas à Crans-Montana, on va avoir une place de parc à 100 000 francs. On est vraiment sur une région où le prix vendu sera le prix juste parce qu'on a quand même pas mal de produits de comparaison. Ça c'est bien. Mais effectivement, là tu attires le point sur quelque chose de très intéressant. Quand tu trouves ton client, que tu te mets d'accord sur le prix, que tu valides le prix final et que tu dois le proposer après sur les plateformes, sur les différentes plateformes, il y a un point qui est hyper essentiel. Comment tu définis avec le client à quel moment il y a les visites qui sont faites, etc. Comment ça se passe concrètement? Alors, une fois que le mandat est pris, il va y avoir une stratégie de vente. D'accord. Donc là, tu lui mets en place une stratégie avec le client. Je mets une stratégie de vente en disant voilà, on va publier maintenant. Si on est le 31 juillet, je vais dire on va attendre le retour des vacances. Mais juste avant ça, encore avant ça, quand tu te mets à table avec lui puis que tu lui dis ok, la stratégie elle est comme ça, comme ça, comme ça, les documents que tu lui demandes, et puis je pense que 2-3 fois tu arrives chez des gens, c'est un peu le bordel ou je sais rien, tu vois. Alors c'est clair, nous on va être à l'étape de la mise en valeur. Donc c'est clair que là je vais expliquer aux clients que je vais les aider à vendre leur maison, pas seulement en la mettant sur Internet. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas là que pour mettre sur Internet. On est là pour les accompagner du début jusqu'à la fin. Quand je dis à la fin, c'est vraiment la remise des clés. Donc c'est clair que là, on va leur dire, on va mettre en valeur votre maison. On en parle aussi en off par rapport aux travaux. On vend tel quel, en général. C'est clair que... les clients qui te disent « Ouais, mais attendez, alors je vais vite refaire un peu la cheminée. » Tu vas lui dire « Ouais, non, tranquille. » Alors, c'est clair que la maison, on va la vendre comme ça. Ça dépend de leur projet, ça dépend de l'état de la maison. Mais en général, s'ils me demandent de refaire la peinture, moi, ce que je veux, c'est que si vous avez un store qui est cassé, qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre, là, c'est clair que je vais leur dire « Écoutez, avant de mettre à vendre, il faut réparer le store. » Mais quelqu'un qui me dit « Écoutez, j'ai les murs qui sont un peu sales ou ceci ou cela. » On n'est pas là pour vendre des cuisines, des salles de bain. On vend un bien immobilier, un volume, un emplacement, une situation. Pourquoi tu dis ça, cuisine et salle de bain?
Souvent, les gens font des visites, font des commentaires sur les salles de bain, sur les cuisines ou sur différentes choses qui ne sont pas à leur goût. Ok. Voilà. Ah bon, après, ça, c'est aussi un problème. Je pense que c'est pour ça que les propriétaires sont jamais présents quand tu fais les visites. Voilà, c'est mieux pas, ça peut froisser. Ouais. Et puis, voilà, nous, eux aussi dans la négociation. Hein. Ouais. Et aussi pour le client acheteur, qu'il soit à l'aise de pouvoir dire ce qu'il veut. Hein. Ouais, moi, je ne l'ai pas ça. construit, c'est pas ma maison. Je suis là juste pour la mettre en valeur et argumenter sur les points forts de cette maison. Mais c'est clair que c'est toujours mieux qu'on soit seul. Et ça, on en discute lors de la stratégie. Donc, c'est de savoir quand est-ce que je peux faire des visites. Travail, pas travail. En général, les clients me donnent les clés de chez eux. Donc, c'est aussi une confiance qu'ils ont en nous. Voilà, les clés sont dans un coffre. Tout est référencé, il n'y a pas de souci. Donc, les gens nous font confiance, nous donnent les clés de chez eux, nous disent, bah voilà, tel et tel jour, bah nous, on travaille. On a toujours une relation vraiment avec elles qui est quotidienne. Hein. Donc, ils nous disent, voilà, aujourd'hui, vous pouvez visiter, le week-end, non. On va s'adapter. Et les clients acheteurs vont devoir s'adapter également à tout ça, ouais, bien sûr. Bah, on doit trouver quand même un point de cohésion, bah, sinon ça va être compliqué. Après, je tiens quand même à dire qu'il faut que les vendeurs soient toujours solidaires. D'accord. Hein, parce que quand on veut vendre, il faut quand même un petit peu qu'ils soient solidaires avec nous dans le sens où, voilà, si à chaque fois je ne peux pas faire une visite, ça ne va pas le faire. Mais d'ailleurs, il m'est arrivé un truc incroyable, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, et moi c'est la première fois en 20 ans. J'ai des clients qui viennent me voir, qui me montrent une belle annonce là dans la région ici, une magnifique maison piscine, cuisine extérieure à un prix incroyable, belle affaire, 1,5 million je crois. Okay. Donc belle affaire pour moi, belle affaire pour les clients, belle affaire pour les vendeurs, enfin tout le monde belle affaire quoi. Et le courtier là c'était quelqu'un d'autre. Et puis tout d'un coup, donc on monte au dossier, on le présente aux banques, accepté, validé, j'appelle les clients, je dis ouais voilà magnifique, ils sont tout contents, ils appellent le courtier, ils me rappellent 20 minutes après. Écoutez, monsieur Collier, on vient d'apprendre du courtier qu'en fait, les vendeurs, ils veulent plus vendre. Ça t'est déjà arrivé, ça? De faire tout ce travail. Donc, je rappelle quand même, trouver le mandat, valider le mandat avec le client, valoriser le bien, le mettre sur les réseaux, faire des plaquettes de vente, faire des visites. Et tout à la fin, quand vraiment, t'es tout prêt, ça se fait pas. Le courtier peut réclamer sa commission. Ah. Le travail a été fait. Ok. Donc vous l'avez oui, le courtier l'a vendu, en fait. Si c'est au prix qui a été signé dans le mandat, potentiellement, il pourrait faire un petit recours et demander cette commission. Parce que le travail est fait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai mis ta maison en vente. J'ai quelqu'un qui veut me l'acheter au prix qui est affiché. Toi, tu me résilies en temps inopportun. Voilà, la commission peut être due. Après, il va falloir... Mais ça t'est déjà arrivé? Non. Ah ouais. J'allais dire, c'est pas courant. Hein. Ouais, heureusement. Hein. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était vraiment au tout début. C'était une petite anecdote, ça, d'ailleurs. J'ai un monsieur qui voulait vendre sa maison. Alors justement, on parlait des documents. Heureusement que avant qu'on mette sur Internet ou qu'on propose ce bien, on demande toujours tous les documents. Assurance bâtiment, extrait de registre foncier. Là, en l'occurrence, c'est l'extrait de registre foncier, donc je demande procuration pour aller le chercher. Et puis, il s'avère que monsieur n'était pas le seul propriétaire de la maison. Ça, c'est pas mal, ça. Et alors, madame, elle voulait pas vendre la maison. Et ça, comment tu fais quand c'est comme ça? Alors, j'ai dû lui expliquer. Je dis, mais écoutez, vous voulez vendre votre maison? J'ai été visiter, il y avait personne. Hein. Je dis, mais vous n'êtes pas seul propriétaire. Il y a une dame aussi. J'imagine que c'est votre épouse. Hein, ils n'avaient pas le même nom de famille. Il me dit, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut voir pour que... J'ai dit, là, il y a un truc bizarre. Je dis, madame veut pas vendre. Madame ne voulait pas vendre. Ok. Donc, tu as pris contact avec madame? Bien sûr. Et puis, du coup, elle t'a dit, mais c'est quoi ces conneries? Je peux pas Exactement. Vendre, moi. Mais non. Alors, ça, c'était une anecdote. Ça, c'est pas mal, ça. Il y avait des enfants, il y a des adolescents aussi. Donc, c'était vraiment au tout début de ma carrière. Donc, vraiment, pour moi, voilà, c'est un des premiers mandats. On y va, on donne tout ce qu'on a. Voilà, j'ai rencontré madame qui expliquait que, voilà, oui, il fallait vendre dans une situation... de divorce, etc. Un peu compliqué. Séparation, parce que c'était pas marié. Alors, c'était même pas une séparation, c'était vraiment des gens qui avaient des enfants en commun, mais voilà. Mais monsieur voulait vendre parce qu'il avait besoin d'argent, vu que lui, il s'occupait de la famille. Et il s'avère que elle m'a quand même dit, ok, on va essayer de vendre, mais essayer de vendre ça à quelqu'un qu'on pourrait rester dedans, quoi, pour qu'on puisse dégager du cash et rester dedans. Ah, puis être locataire. Ouais. Ok. Alors, c'est compliqué d'investir dans une maison, hein. Alors, très compliqué, puis déconseillé. Mais alors voilà, j'ai continué à faire les visites. C'était déjà très tendu. Alors ça, c'est une super anecdote, hein, tu m'en demandais. Et il s'avère que je faisais les visites, mais à la fin,
grâce à mon réseau, j'avais quand même pas mal de gens intéressés. Okay. En plus, c'était un truc à rénover, les gens étaient très demandeurs. Okay. Et ça m'est arrivé une fois que je vais faire la visite et les enfants fumaient dans la chambre en jouant à la console. Non, mais fumer des clopes? Ouais. Donc, pendant que tu fais la visite avec les acheteurs, les enfants, ils sont de notre... Voilà. Ah ouais, alors, ça c'est fort, ça. Prise de mandat compliquée. Hein. Ouais. Monsieur veut vendre sans que madame sache. Et de deux, les enfants qui n'étaient pas solidaires dans la vente. On parlait de la solidarité pour les visites et puis pour avoir l'accès aux biens. Donc voilà, mais ça, c'est un cas extrême. Ouais. Et ouais, j'étais à bout touchant pour la vendre, mais... Alors donc, pour finir, ils ont retiré de la vente? Pour finir, je me suis retiré parce que j'ai des gens qui étaient intéressés. Ouais. Et puis, ils ne voulaient plus vendre, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, j'ai des gens qui voulaient vraiment faire les démarches, qui voulaient déposer un acompte chez le notaire et passer à l'étape supérieure. Bien sûr. Et voilà, moi, me sentant mal à l'aise par rapport à cette situation, j'ai moi-même décidé de ne pas faire prendre de risques à mes clients acheteurs. Ouais, t'as bien fait, je pense. Ainsi qu'à mes clients vendeurs qui n'étaient pas sûrs de leur choix. Donc voilà, mais ça, c'était vraiment la chose la plus extraordinaire que j'ai eue au niveau des vendeurs. C'est incroyable, des dossiers. Moi, j'adore cette histoire. Ensuite, donc, pour revenir un petit peu, tu parlais avant des documents. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec quelques courtiers où souvent, ils me transmettent le dossier puis il manque toujours des choses. Moi, il y a 2 informations où je pense que c'est 8 fois sur 10, c'est ça. C'est l'assurance du bâtiment où ils me transmettent un avis de prime. Et je dis toujours, cher monsieur, merci de me transmettre la police et non pas l'avis de prime. Et on me répond toujours, mais vous pouvez faire sans ça, je vais chercher le document, etc. Mais si tu l'avais pris au début, on n'aurait pas perdu du temps. Enfin bref. Et puis le cubage pour les maisons. Oui. Personne, les courtiers le font pas forcément toujours d'office, maintenant de plus en plus, mais ils mettent pas le cubage. C'est 2 informations hyper importantes en plus. C'est vrai. Il faut savoir où aller les chercher. Ouais. Alors pour l'assurance bâtiment, c'est vrai que les clients, voilà, quand on leur demande l'assurance bâtiment, 1 fois sur 2, ils nous donnent la facture. Et là, on dit non, il nous faut la police, voilà, avec 7-8 pages, où on a vraiment l'indice, l'année et le montant de la couverture. Voilà, donc ça fait partie aussi de la formation du courtier de savoir ces éléments-là qui sont indispensables pour notre estimation aussi. Hein. Bien sûr. Ça veut dire que s'il n'a pas eu cette information, c'est que lui, il n'a pas estimé c'est ça. Il n'a pas fait l'estimation, en tout cas, d'assurance bâtiment, qui est fondamentale pour un financement. Bien sûr. Donc nous, on se base aussi là-dessus, toujours en espérant que ça a été mis à jour. Hein. Bien sûr. S'il y a eu un agrandissement ou autre, ça peut varier. Mais voilà, nous, on est conscients. Donc c'est vrai que ça, je pense que tu as du mal. Et puis le cubage, alors. Aujourd'hui, sur les plaquettes de vente, les nouvelles constructions, les promotions dans lesquelles aussi on collabore, c'est vrai qu'on a le cubage, on a tout, on a des normes SIA, etc. Mais pour les anciennes bâtisses, c'est ça. Il faut s'adresser auprès des services des contribuables des communes pour avoir ça. Ouais. Alors en général, ils nous les donnent, ou sinon, voilà, on demande toujours procuration aux propriétaires. Moi, je m'adresse tout le temps au service des constructions. Là. Chaque commune, je dis voilà. Transmettez-moi s'il vous plaît le cubage. Et puis ils ont toujours normalement un chiffre puisqu'ils ont dû taxer la maison. Exactement. Et tu payes en général la taxe foncière sur justement cette valeur-là. Donc après, c'est pour ça que c'est hyper important de contacter ça. Après, il y a aussi une autre question, la valeur du bien. Justement, toi, tu fais l'estimation, tu fais tout. C'est qui décide du prix? C'est le client ou c'est toi? Alors, nous, on est là pour conseiller. Ouais. On est là pour faire notre estimation. Le client, il peut s'adresser à moi comme il peut s'adresser. Souvent, il s'adresse. S'il n'est pas recommandé, c'est vrai que. Et je les invite aussi à regarder un petit peu avec d'autres estimations. On fait toujours 4 estimations. Hein, ok. Une estimation avec l'assurance bâtiment, une estimation au mètre carré, une intrasec. Et ça va nous donner aussi une estimation de rendement pour les appartements à prendre moins en compte pour les villas individuelles. Hein, c'est pas le but. Bien sûr. Et ça va nous donner une valeur vénale. Cette valeur vénale, ça sera vraiment sur le papier, qu'est-ce que ça vaut. Hein. Ok. Mais ça aussi, la valeur vénale, tu peux pas te donner tellement un prix au centime près, tu donnes une fourchette. Ça veut dire que tu vas dire, ok, je te donne un exemple, votre baraque, elle vaut entre 980 et 1 20 000. Puis là, est-ce que le client dit, ok, on va aller sur la fourchette haute, s'il vous plaît, comme ça, plus on vend cher? Ou est-ce qu'il va dire, non, 1 20 000, mon voisin à côté, il a vendu 1 100 000. Donc moi, je veux montrer 1 100 000. Tu fais quoi dans un cas comme celui-là? Alors oui, bon, la valeur vénale, je la donne. La valeur vénale, je la donne. C'est vrai qu'on est dans une région où les prix ne cessent d'augmenter. Ouais. Hein. La Suisse n'est pas extensible, ni le Chablais. Donc c'est clair que ça construit de plus en plus. Donc la valeur vénale, c'est une chose. Pour moi, c'est une valeur papier, une valeur d'assurance bâtiment, une valeur, voilà. Après, il y a l'emplacement, la rareté du bien. Bien sûr. Et là, on va parler sur vraiment la valeur vraiment marché. Ok. Hein, ouais. Donc là, la valeur marché, ça se discute.
dans une fourchette. Ouais, bien sûr. Et voilà, le client, de toute façon, on leur donne une fourchette, ils veulent la fourchette plus haute. Ouais, c'est normal. En même temps, je les comprends. En même temps... Bon, puis toi aussi, en tant que courtier, j'ai envie de dire, plus tu vends cher, parce que la commission, c'est au pourcentage. Donc, bien sûr. Donc, quelque part, tu as aussi intérêt. C'est ce que je dis toujours aux gens, en fait. Le courtier, il n'est pas là pour vous dire qu'il faut vendre moins cher. Il est là aussi pour essayer de vous arranger au maximum. Après, c'est clair que vendre à un prix qui est pas correct ou qui est inatteignable, ça sert à rien non plus. Non. Bah, justement, il y a des courtiers qui, eux, vont vous dire, votre maison, elle vaut... Ouais, 2 millions. 2 millions. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je viens chez toi, je te dis, écoute, ta maison, elle vaut 3 millions. Moi, je vais te croire. Ouais. Tu vas prendre moi, tu vas me signer mon mandat. Bah oui. Voilà. Bah oui. Le but, c'est pas de signer un mandat pour signer un mandat pour baisser le prix dans une année ou 6 mois. C'est ça. Ouais. Et puis tenir en haleine ses clients en disant, mais oui, bientôt, je l'ai vendu. Non. Le but, c'est vendre au prix juste. Tout se vendra au prix juste. Voilà. On peut se permettre un petit peu une valeur marchande un peu plus haute s'il y a une rareté du bien ou si c'est vraiment un bien exceptionnel. Ouais. Voilà. Mais sinon, non. Tout se vendra au prix juste. Les clients, ils veulent toujours le plus. Moi, je dis toujours aux clients, écoutez, j'en ai vendu quelques-unes dans le quartier, j'en ai vendu une dans la commune. Moi, je pense qu'avec les documents que j'ai aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui, sans compter la valeur vénale, vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur, dans cette région, on va pouvoir se permettre jusqu'à là. Mm-hmm. La rareté du bien fait qu'on va pouvoir le vendre à ce prix-là. Ou les matériaux, peut-être que le mec, il a mis. Voilà. Après, les clients, souvent, ils me disent, écoutez, moi, je veux travailler avec vous, vous m'avez été recommandé. Par contre, je veux que vous le vendiez là. Et là, tu fais quoi? Là, je fais quoi? Je dis, écoutez, j'ai une bonne stratégie là. Je dis, écoutez, on fait comme ça pendant 3 mois. Ouais. Après, c'est moi qui m'occupe du prix. Ouais, elle est bonne la stratégie. Oui, parce que je me dis, vraiment, il faut qu'ils se rendent compte. Ouais. Voilà, là, on est quand même. C'est clair qu'après 3 mois, tu n'as pas une seule visite, pas un seul appel. Le mec, voilà. il a compris, quoi. En général, s'il y a un cas de figure comme ça, soit la mise en valeur est mauvaise. Ouais. Les photos, la mise en valeur, 60% du temps passé sur une annonce, c'est sur les photos. Ah, mais oui, ouais, c'est juste, ouais, tu m'avais dit voilà. ça. Soit ça sera ça, soit ça sera le prix. Ouais, donc l'emballage est quand même hyper important. Très important. Ok. Actuellement, dans le monde où on vit maintenant, les photos, la mise en valeur, c'est quand même très, très important. Ouais. C'est la première chose. Ouais. Plus que le courtier, comme on disait. Ouais. Vous voyez une annonce sur Internet, vous ne regardez pas qui c'est qui la vend. Moi, cette maison, je la trouve belle, je vais la visiter. Si on a de la chance, on aura l'assurance bâtiment. Ouais, c'est ça. et puis ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Soit on appellera 2-3 fois le courtier pour savoir s'il peut nous envoyer des documents, car on est intéressé. Mais d'ailleurs, on parlait aussi de ça. Qu'est-ce qui facilite la vie du courtier? Parce que là, on parlait de qu'est-ce qui facilite la vie plutôt des financiers. Qu'est-ce qui facilite la vie du courtier? C'est aussi d'avoir des gens qui viennent visiter avec déjà des attestations de financement, qui sont déjà prêts, qui peuvent arriver. Bonjour monsieur le courtier, j'ai visité, j'ai un coup de cœur. Regardez, j'ai Infinis qui m'a fait une attestation de financement où je peux acheter 750 000. Ça tombe bien, votre bien il est vendu 740. Moi, je peux déjà vous dire aujourd'hui que c'est bon. Donc toi, derrière, tu peux aussi aller beaucoup plus rapidement après sur les ventes. Alors bien sûr, quand tu as un client qui vient, il sait où il en est, il a été conseillé par son banquier, par toi, par une équipe de financiers, c'est clair que pour nous, c'est déjà, voilà, moi je suis en face de quelqu'un qui sait sa capacité, qui sait combien de fonds propres il a et qui peut acheter mon bien que je vais lui présenter aujourd'hui. Je ne suis pas en train de faire du bénévolat. Voilà, donc ça c'est très important. C'est aussi très important pour lui, car moi je sais sa capacité, je sais son budget, donc si ce bien ne lui plaît pas, j'ai un client très potentiel, vu qu'il a été orienté et il sait combien il peut budgétiser pour l'achat de son futur immeuble. Donc c'est clair que là, je vais pouvoir l'orienter sur d'autres biens, si celui-là ne l'a pas plu. Ouais. D'ailleurs, on l'avait fait une fois, il me semble, où justement, les clients étaient venus et toi, tu avais vu déjà une autre maison avec un autre client, mais que tu n'avais rien posté, etc. Le dossier était en cours. Et puis, ça lui avait pas plu le bien que tu avais présenté. Puis en fait, tu l'avais dit, ah mais attendez, j'ai peut-être un truc qui peut vous plaire. Bam, tu l'avais mis là-dessus. Et en fait, ça s'était fait hyper rapidement. Donc c'était aussi un avantage où des fois, le client, il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Et toi, ça va aussi te dire, tiens, j'ai un truc off-market. Tu n'auras même pas eu besoin de le publier et tu auras déjà fait la vente rapidement, quoi. C'est juste, je me rappelle de ce client. Ouais. Il était venu visiter une maison à Vouvry notamment. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, moi je sors de chez Infinis, cette maison ne me convient pas, néanmoins je sais aujourd'hui jusqu'à combien je peux aller. Voilà. Je lui ai dit, écoutez voir, j'ai quelque chose d'autre mais c'est pas dans la même commune. Écoutez, on y va et c'était fait. Donc c'est vrai que voilà, pour nous c'est important d'avoir des clients qualifiés comme ça, voilà. Et s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. Moi à la sortie d'une visite, il faut que je ressorte avec quelque chose. Ouais, c'est ça. On a visité, on fait quoi maintenant? On va visiter. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Bien, ça vous plaît pas?
Vous avez du financement, vous n'avez pas de financement. C'est ça. Vous savez où vous en êtes. Si les gens me disent non, Mhm. je les oriente tout de suite. Je dis écoutez, si vous cherchez activement un bien, aujourd'hui, il faut savoir combien vous pouvez emprunter. Le budget, c'est voilà. clair. Donc c'est là, clair. je sors une carte d'Infinis. Ouais. Je travaille avec toi, tu sais très bien. Ouais. Vous êtes de la région, vous êtes très réactif, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Mhm. C'est toujours le moment clé. Hein. C'est clair. Le moment où on est entre le financement et puis l'offre. Mhm. Moi, derrière, j'ai quand même pas mal de visites. Ouais, c'est Je ça. suis pas à l'abri pour mon client qui a le coup de cœur sur le bien que je lui propose, de lui dire, écoutez, faites les démarches chez Infinis, mais peut-être que dans 2 semaines, j'ai quelqu'un qui vient et qui paye direct. direct. Par contre, il y a aussi un paramètre qui est hyper intéressant. Souvent, je dis à mes clients, quel est l'avantage de passer par Infinis? C'est pour éviter aussi qu'il perde du temps avec sa banque. S'il a que sa banque, puis qu'il va voir sa banque, puis que sa banque valorise pas la maison au prix qui est vendu, etc. Ou alors que je ne sais pas pour quelle raison, du coup, il est un peu hors budget, etc. Ce qui est l'avantage avec nous, c'est qu'on a tellement de banques de partenaires qui vont permettre qu'on est sûr qu'on va trouver le financement. Tu as déjà eu des cas, justement, des gens qui t'ont dit « Oui, vous inquiétez pas, ma banque, elle me suit. » Puis 2 semaines plus tard, ils reviennent, puis ils disent « Ouais, en fait, pour finir, désolé, mais on peut pas. » Puis tu as perdu 2 semaines, et puis en fait, Je conseille toujours à mes clients de passer au travers d'une institution comme la tienne et de regarder avec toutes les banques. Parce que tous les cas sont différents. C'est ça. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui ont un certain âge. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'avais des clients qui avaient plusieurs petits boulots. Mais oui, exactement. La première affaire qu'on a fait. Donc, c'était un client, il me dit, écoutez, j'y connais rien. Alors, il est très sympa. Il m'a dit, je travaille là, je fais des heures là. Je lui ai dit, non, mais écoutez, il va falloir que je vous amène vers quelqu'un pour vous orienter. Donc là, il était venu et par rapport à sa situation, tu as trouvé la banque qui allait l'accompagner. Et moi, je me suis dit, c'est génial. Tous les gens qui viennent là, je vais leur dire, vous allez là. Je reçois un mail, je sais que c'est bon ou pas bon. On avait entendu parler, on se connaissait de vue en fait. Oui, c'est juste. Oui, bien sûr. Puis après, on s'était croisé à l'apéro C'était quoi l'apéro du BBC 3 Torrents, je crois. C'est juste. La fameuse vente aux enchères où. Ah ouais, le maillot de Messi. Tu as remporté le maillot de Messi. C'est juste. C'est là où on s'était rapproché par rapport à ce client, où je me suis dit, pourquoi pas, j'entends que du bien. Et expérience faite. Ça s'est plus jamais arrêté. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que l'histoire est assez jolie. Et puis en plus, c'est quand même un sacré avantage des deux côtés. Moi, je dis toujours en fait d'avoir un partenaire comme toi où les dossiers sont picobello, sont prêts, les valeurs sont justes. Derrière, on a un bon feeling, les clients sont bien orientés, on a le même dynamisme, on a le même accompagnement parce que faut pas oublier non plus une chose, tu fais pas que vendre, tu accompagnes aussi tes clients pour les aider. Il y a eu plein de fois où tu es venu me voir en me disant écoute Albert, ceux-là j'ai envie de les aider, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut leur préparer un plan de financement. Donc tu n'es pas que là pour vendre ton bien, tu es aussi là pour faire tout l'entourage et ça c'est aussi une belle valeur qui moi m'a plu en tout cas. Voilà, je te le dis maintenant c'est clair, on est amis pas que pour l'aspect financier et l'aspect opérationnel, etc., mais aussi parce que ces valeurs-là, elles sont pour moi hyper importantes. Tu sais très bien que tu as travaillé avec ma belle-mère, j'ai travaillé avec tes parents, enfin, je veux dire, on a collaboré sur pas mal de trucs, mais cet aspect humain, c'est le plus important, David. Tu fais aussi ce métier pour ça. Oui, alors c'est vrai que on réalise des projets de vie. Je pense autant toi que quand les clients ils ont le financement ou moi quand je donne les clés. C'est clair que c'est un projet. Des fois, c'est plus une histoire de commissionnement ou une histoire de finance ou autre. C'est vraiment une histoire. Voilà. On a commencé. Émotions. Et c'est assez incroyable, oui. Alors, c'est vrai qu'on a toujours. Voilà. Pour moi, chaque signature, chaque remise de clé, chaque victoire, ça. De la première à celle que je vais signer demain matin, elle aura le même goût. Je vais voir des gens qui sont contents d'avoir vendu, des gens qui sont contents d'avoir acheté. Tout s'est passé de manière très fluide. D'ailleurs, la signature de demain, c'est toi qui l'as financée. Donc juste. Voilà, c'est encore un projet qui est réalisé. Et voilà, il y a aussi une transparence et une collaboration. Donc c'est clair que je vous soumets un dossier, je sais que les gens, je vous soumets un client, je sais que les gens vont être bien accueillis. Que tu vas sortir ton calepin, où tu vas vraiment t'intéresser à toute leur histoire, à leurs revenus, à leurs projets. Et c'est vrai que les gens ressortent d'ici avec des réponses à leurs questions. Je me rappelle ma maman, pour prendre l'exemple, je peux parler d'elle, lors du départ à la retraite, avec les LPP, ces choses-là, troisième pilier, elle pensait qu'elle allait avoir une petite retraite. Et quand mes parents sont sortis de ton bureau, ils se sont dit non mais...
maintenant qu'on a les chiffres en face des yeux et qu'on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire, et on est déjà soulagé. Donc voilà, c'est vraiment apporter ce côté, pour eux c'était un soulagement, mais pour eux c'était la liberté et vraiment se dire, oui, maintenant je sais ce qu'il en est, je peux m'en aller tranquillement, prendre ma retraite, profiter du soleil. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'autant que ce soit pour les hypothèques que pour l'accompagnement, pour l'accompagnement à la LPP, à la retraite, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un gros plus. Mais on fait tout, en fait. C'est ce que je dis toujours. On englobe tellement de parts. En fait, on voit tellement d'informations de nos clients. Toi, quand tu vends le bien, tu as tous les documents du client, je veux dire. Le client se met à nu. Moi, encore plus, avec les déclarations d'impôts, les machins, les salaires, etc. Et en fait, tu es obligé de leur donner un coup de main, pas que sur l'aspect rentabilité et l'aspect financement. Tu es obligé aussi à un moment donné de dire, OK, vous savez quoi, vous avez vendu, il y a l'impôt sur le gain immobilier, on vous accompagne. On bosse souvent aussi avec le même notaire avec qui on est assez amis. Donc effectivement, on va passer par lui, il va aussi les orienter, les aider, on va pouvoir le faire toi et moi. Donc oui, vendre c'est bien, mais il y a plein d'autres petites choses, en fait des micro-petits problèmes ou micro-petites questions qui se posent derrière qu'il faut aussi traiter et on est là aussi pour ça, quoi. Bien sûr, je dis toujours à mes clients, c'est pas parce qu'on a signé aujourd'hui que vous allez plus entendre parler de moi. C'est ça. Donc c'est clair qu'on s'inquiète pour eux aussi au niveau de cette imposition sur le gain immobilier, pour la suite, pour qu'ils s'inscrivent dans une autre commune ou lors des écoles. On a eu une cliente qui a fait un déménagement depuis le canton de Vaud, qu'on a bien accompagné, et qu'on a vraiment fait un travail énorme pour lui trouver un bien qui pouvait accueillir sa famille plus sa maman. Et d'ailleurs, ce dossier-là, on va en parler, cette anecdote, parce qu'elle est incroyable. Parce qu'on a travaillé longtemps sur ce dossier. Une année. Donc, exactement, j'allais dire bien une année. Donc, pour raconter un peu la petite histoire, c'est une jeune fille qui est mariée avec un enfant, qui recherchait absolument un bien où il y avait au minimum 2 logements. Parce qu'en fait, la maman faisait une donation pour les fonds propres et puis elle utilisait une partie d'LPP. Et puis, comme elle faisait une donation pour les fonds propres, elle voulait aussi vivre dans cet appartement-là à moindre coût, puisque du coup, il y aurait eu un rabais un peu sur les loyers. Enfin, voilà, c'était toute une histoire. Et puis, elle a trouvé un premier bien qui, malheureusement, parce que ça aussi, il faut dire une chose. Oui. Toi, tu vends le bien, mais réellement, c'est pas toi qui décides à qui tu le vends. C'est le vendeur qui décide. Donc, le vendeur, parfois, toi, tu peux présenter 2 dossiers qui sont passés. Puis le vendeur, il aura eu un feeling plus avec un client qui n'est pas à moi, mais un client qui est venu d'une autre manière et qui a déjà sa banque, etc. Tu peux pas dire, ouais, mais parce qu'il y a Albert, etc. Tu vas essayer de dire, voilà, si on peut essayer de favoriser, etc., l'entente de le couple là, ou etc. Mais toi, derrière, c'est le vendeur qui décide. Donc, tu es aussi tributaire un petit peu de tout ça. C'est le cas concret qu'on discutait juste avant. J'avais un immeuble de 2 appartements à vendre. J'ai tout de suite proposé à cette dame qui m'avait contacté, qui cherchait un bien de ce type-là. Il était déjà en vente depuis quelques semaines, mais à côté, j'ai eu quelqu'un qui est venu au même temps avec un financement. Déjà le temps que cette dame est très sympa, mais il y avait un montage financier avec la maman, etc. Je lui ai dit, madame, tout de suite, vous allez donc voir monsieur Cololi. Vous lui exposez le cas et comme ça, vous me dites dans une semaine si vous pouvez l'acheter ou pas. En attendant, c'était un bien où j'avais énormément de demandes. Donc, elle m'a quand même fait l'offre. Et malheureusement, un investisseur est venu. Moi, je me dois d'être transparent aussi avec mon mandant. Donc, voilà, je lui expose les faits, je lui montre toutes les offres, on fait le point. Et voilà, le propriétaire m'a dit, écoutez, on part là-dessus et puis on y va. Voilà, malheureusement... elle n'a pas eu cette chance. C'était dur parce très dur. C'était dur parce que la jeune fille qui allait vivre là avec sa maman, en fait, émotionnellement, entre le moment où elle trouve le bien, elle est euphorique. Elle vient, moi je me rappellerai toujours, elle vient me voir, elle me dit, monsieur Gomez m'a envoyé chez vous, machin, on fait les calculs. Je dis, ouais, c'est faisable. Au moment où je lui dis ça, j'ai l'impression que c'est le plus beau jour de sa vie. Derrière, elle te fait une offre qui malheureusement est refusée parce que vous avez déjà vendu à quelqu'un d'autre. Elle me rappelle presque en pleurs en me disant c'est pas possible, comment je vais faire, etc. Je vais plus jamais retrouver un bien parce que c'est vrai que c'est atypique quand même de trouver une maison de 2 appartements, pas trop à rénover. Il y avait quand même pas mal de paramètres dans les prix parce qu'elle avait pas non plus un budget qui était hyper large. Ça cochait toutes les cases. Ça, exactement, qui coche toutes les cases comme ça. Bim, ça fait ça. Puis après, elle a été voir d'autres biens, aussi vers d'autres courtiers.
ça n'avait pas joué. Et quand tu nous as appelé quasiment une année plus tard, Ouais, à peu près une année. Tu l'appelles C'est et vrai. tu dis, là, j'ai quelque chose qui ressemble, machin bim. Ouais. Tu m'appelles. Mieux même. Ouais, même mieux, Ouais. exactement. On a pu faire l'affaire et là, c'était le bonheur assuré, quoi. Non, c'est sûr. Alors voilà, j'ai un bien, j'ai beaucoup de clients qui veulent acheter. Donc il y a toujours une famille ou une personne qui est heureuse d'avoir acquéri. Et puis bien sûr, il y en a toujours 2-3 où je reste, bah voilà, écoutez, on va rebondir sur autre chose. Et ça, je tiens à le dire que voilà, les clients sont référencés et on a leurs critères. On essaie de rebondir. Ouais, tu les gardes dans une base de données aussi. Ouais, c'est ça. Tu les suis. La preuve avec ces clients. Voilà, ces clients, je les suivis. Dès que le bien est rentré, ça lui a été envoyé automatiquement. Ouais. Donc là, c'est vrai que elle était très contente. On a retrouvé quelque chose. Ouais. Et puis voilà, comme quoi, il faut pas lâcher les clients et il faut pas se précipiter. Cette cliente, alors, 1 an après, je lui ai renvoyé un nouveau dossier qui correspondait et qu'elle a acheté. D'ailleurs, avec sa maman, elle y habite actuellement. Ouais, exact. On a qu'elle pu a faire acheté. un joli truc là. Mais durant l'année, elle m'a même appelé pour d'autres biens. Que je lui Alors moi, je lui ai dit, le but, je me rappelle, pour moi, c'était, voilà, comme on disait, il n'y a pas que l'aspect professionnel, mais il y a aussi l'aspect, autant que personne, de se dire, voilà, c'est peut-être pas moi qui vais lui vendre, mais si je peux l'aider, pour moi, c'était un challenge personnel. C'est je lui ai dit, je vais lui trouver un truc. Parce que tu prends à cœur. Voilà, même si c'est pas mon bien, si je peux l'aider à collaborer avec un confrère pour essayer de lui trouver quelque chose qui marche. Donc elle m'envoyait des dossiers qui c'était pas les miens. Et je l'orientais, je dis mais écoutez, là vous en pensez quoi? Puis t'as fait du conseil en fait quelque part pour des dossiers des autres, mais c'était aussi important pour toi. C'était pour suivre cette cliente parce que voilà, elle avait pas pu avoir la maison que pour laquelle elle avait fait une offre et je me suis dit bah voilà, même si c'est pas moi qui le vends, cette dame voilà, mais ça rentre un petit peu dans l'accompagnement qu'on fait. Ouais. Après, c'est clair que l'accompagnement, quand on parle de mot accompagnement, c'est vraiment sur tous les points. On n'est pas des robots. Non. On fait très peu de rendez-vous par Teams ou par vidéoconférence, etc. Moi, j'aime bien toujours sentir voir les gens, même si ça peut se faire aussi. Je dis pas que ça se fait pas, mais voilà. Et puis l'accompagnement, c'est aussi prendre par la main le client. On le fait ensemble. Bah, toi, parfois tu viens avec le client chez moi. On va chez le notaire ensemble, on se voit chez le notaire. À la remise des clés, on va boire l'apéro en général. Quand les clients sont encore plus sympas, ils nous invitent. Et puis on peut même partager un petit verre. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, c'est la plus belle valeur. C'est ça. Moi, je pense que tu me demandais au début qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir, quelle formation. Je pense qu'avant tout, dans tous les métiers, je pense qu'il y a le savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai plus de savoir-faire que quand j'ai commencé avec la première maison qu'on avait financée et vendue ensemble. Je pense qu'il y a le savoir-faire puis il y a le savoir-être. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ok, ils veulent être accompagnés, ok, il faut qu'on soit formé comme toi, comme moi, comme les courtiers et ton équipe. Mais je pense qu'il y a aussi ce savoir-être de se dire, bah voilà, c'est un projet, c'est une famille. C'est des gens qui ont économisé, c'est des gens qui ont vécu une vie dans leur maison. Et voilà. Donc, pour moi, le savoir-être aujourd'hui, même en ce moment où on a recruté des nouveaux collaborateurs, je trouve qu'il est plus important que le savoir-faire. Tout s'apprend. Par contre, être une personne qui se soucie des besoins de l'autre, je pense que ça, c'est quelque chose que soit tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, je suis assez d'accord. On va peut-être conclure ce podcast avec les conclusions finales. Les conclusions finales, vraiment, point numéro 1, si on peut parler un peu côté technique, faites vos calculs de budget, sachez exactement où est-ce que vous pouvez aller avec une attestation de financement qu'on remet nous chez Infinis. Deuxièmement, faites appel à des courtiers compétents qui font des super jobs. Et puis, troisième chose, choisissez au feeling des personnes qui vont vous accompagner vraiment dans l'accompagnement final de A à Z avec les calculs, etc. Donc, merci David d'avoir participé à ce podcast. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec toi, au-delà de tous les moments qu'on a déjà partagés et des moments qu'on partagera à l'avenir, parce que je crois qu'on a tissé des beaux liens et une belle collaboration. Donc, merci encore pour ta confiance. Merci pour tout ce qu'on a fait et puis aux prochaines affaires. Merci Albert. À bientôt. Salut. Ciao mon pote. Ciao.